Je suis prête. Tu lances la musique? Ouais. Ouh. Toi, tu kiffes ma chanson. Tu kiffes ma chanson. Non, parce que entendre les mêmes trucs. Dans ma tête, baby. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une, on va pas les compter, énième émission. Je suis vraiment contente d'être là ce soir avec vous. Je sais pas vous, mais moi en venant à la radio ce soir, il y avait de la neige. Il neigeait dehors. Et j'ai même pas eu peur. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que la neige et moi, nous ne faisons pas de très bons amis sur la route, mais j'ai 4 pneus neige et une grosse voiture, ce qui fait que j'ai moins peur. Je n'ai pas dit que j'avais plus peur, mais moins, c'est déjà pas mal. Voilà pour la petite arrivée de ce soir sous la neige. Pour ceux qui n'auraient pas été là la semaine dernière, on est encore au mois de janvier, donc je vous souhaite quand même encore une très bonne année 2024. En espérant que cette année soit pour vous une année de réussite, de joie, de bonheur. La santé, on se la souhaite tous, hein, mais que vous puissiez ce soir, cette année, donc être heureux. Je trouve que ça serait pas mal comme petit accomplissement. Voilà, comme on dit. Alors, cette semaine, j'ai eu des super nouvelles. J'ai vraiment réalisé pas mal de choses, donc je tenais un petit peu à vous en faire profiter. J'ai pu faire 2 ateliers sur le consentement dans mon lycée. Donc des élèves que je ne connaissais pas du tout. C'est un jeu qui vient du CRIPS et c'est remettre en fait tous les petits mots d'une relation sexuelle du début à la fin. Et j'ai fait ça donc avec 2 classes que je ne connaissais pas. Et j'ai eu une très bonne surprise parce qu'aujourd'hui, quand j'ai ouvert ma boîte mail professionnelle, j'ai une des élèves qui m'a posé une question dans le privé. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, l'espace d'1 heure avec elle, j'ai réussi à lui donner confiance en moi pour s'ouvrir et me poser des questions de l'ordre de l'intime. Donc je me dis, rien que ça, j'ai gagné en fait, rien que ça. 1 heure avec une élève et elle m'envoie un message pour me parler de ses problèmes intimes. J'étais hyper touchée, ça m'a vraiment... Voilà. Il m'en faut pas beaucoup, mais c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Voilà. Donc, j'ai fait aussi un nouvel atelier, un atelier sur les moyens de contraception pendant 2 heures, où c'était un petit jeu. Et ensuite, j'ai pu présenter tous les moyens de contraception. Donc, je les ai tous sortis, y compris des petites nouveautés masculines qui n'étaient pas très connues. Je ne sais pas si vous en rappelez, on a pu en parler avec Armel, l'andrologue. On a pu en discuter sur l'anneau, la vasectomie, ces choses-là. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant de pouvoir discuter avec les élèves, leur montrer des vulves, des pénis, mettre des préservatifs, être un petit peu plus élargi que prévu. Et donc, j'ai fait 2 heures sur les moyens de contraception. C'était vraiment hyper sympa, donc c'est cool. Sachant qu'en plus, je m'avance un peu, mais je suis assez contente. Là, j'ai réussi à prendre contact en fait avec le plus grand éditeur dans le milieu de la santé. Je vous en parlerai plus tard. Et il est plutôt partant pour me suivre, pour faire des éditions de jeux, mes documents que je pourrais produire et tout ça. Donc c'est vrai que je trouve que j'ai beaucoup de chance. Les gens ils me disent c'est pas de la chance, c'est toi qui fais tout pour que ça fonctionne. Donc c'est vrai que je me donne beaucoup, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de retours très positifs. Donc je suis contente, je suis vraiment contente. J'ai une collègue à moi qui m'a aussi proposé de venir faire un atelier sur tout ce qui va être le genre, donc transidentité, intersexe. Je pense que maintenant ça y est, vous commencez à être opérationnel sur les définitions.
Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, je vous redonnerai des petits termes. J'ai pas mon livre, mais d'origine, je devrais commencer à bien les connaître, les définitions maintenant. Donc voilà. En plus, ça sera un atelier ici à Meaux, dans un lycée à Meaux. Une collègue qui m'a demandé de venir faire ces interventions. Voilà. Et dans les trucs un peu rigolos, vendredi, j'ai eu la chance, là, j'en vois certaines sur TikTok qui vont pas dire le contraire. J'étais au Louvre avec mes élèves, on a fait une petite visite au Louvre et j'ai eu des petites blagounettes. Bon, c'était pas des blagues, mais franchement, ça m'a bien fait rigoler. Quand les élèves, elles m'ont demandé où était le tacos au Louvre. Et quand elles m'ont demandé où était le grec, moi, je dis, il n'y a pas de grec au Louvre. Elles ont été en admiration en me disant, ah, ils sont quand même beaux, les tableaux. Je dis, bah oui, on est au Louvre. Donc, c'est vrai que c'était chouchou. Puis, il y en a une, elle m'a fait vraiment très rire. Vraiment, vraiment, vraiment rigoler. Parce qu'en fait, il y avait trop de monde devant la Joconde. Elle n'arrivait pas à prendre la photo. Et là, elle fait, non, mais en fait, je la prendrai sur Google, en fait, la photo. J'ai dit, donc voilà, dans les petits trucs un petit peu rigolos de ma sortie au Louvre. Voilà pour les petites mises à jour de ma vie professionnelle. Alors, je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer des textos sur le numéro, donc sur le numéro 07 80 96 39 12. Vous avez quoi que ce soit, si vous voulez interagir sur le thème ou bien même interagir sur autre chose, des questions que je vous aurais pas répondu, des questions autres, en fait, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit texto. Tout à l'heure, la ligne elle sera occupée, donc vous ne pourrez pas téléphoner, mais les textos, vous pouvez les faire, il n'y a aucun problème. Donc 07 80 96 39 12. Vous avez le blog. Donc, le blog de GFM Média, je vous rappelle, c'est le chat live. Vous pouvez vraiment y aller dessus. Je réponds à toutes les questions du chat live. Donc, vous n'hésitez pas à m'écrire dessus dans la limite du possible, hein, vos questions. Je vous vois venir certains avec des idées un peu faux-frelues. Je suis en live sur TikTok au nom de Clémentine vous écoute. Vous pouvez donc comme ça voir la couleur de mes yeux. Et vous pouvez également interagir sur le chat. Et vous pouvez donc me mettre des petites questions si vous voulez me demander des compléments d'information à tout ça. Vous pouvez me retrouver ensuite sur Insta, Clémentine vous écoute, sur YouTube. Et bien sûr, à partir de demain sur Spotify, parce que même je pense que dès ce soir, ça sera mis en ligne. Ce soir, je pense qu'à la fin de l'émission, oui, j'ai un oui de mon acolyte à côté de moi, celui grâce à qui tout fonctionne. S'il n'est pas là, je peux pas faire. Je vous dis, on est un duo pour l'occasion. Donc dès ce soir, ça sera mis en ligne à la fin de l'émission. Vous pourrez donc me réécouter en boucle sur Spotify. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc je tenais à vous remercier. Donc c'est vrai que c'est quand même hyper sympa. Voilà. Alors, le thème de ce soir, je vais en parler juste après parce qu'on va avoir une invitée au téléphone, une invitée très exceptionnelle, vous allez voir, elle est exceptionnelle, moi je l'aime beaucoup, bon, comme toujours, mais bon, sinon je ne les inviterai pas. Je me fais rire toute seule, c'est pas grave. Alors, la semaine prochaine, on va retrouver donc Emma, que vous avez déjà vue avec moi en vrai. Et elle revient avec moi dans les studios, donc vu que c'est ma copine, elle revient pour me tenir compagnie. Et nous allons parler, en fait, d'un sujet un peu plus différent, on va dire, un peu comme ça. C'est en fait les envies dans son couple. Quand on a des envies sexuelles, mais que mon partenaire n'a pas les mêmes, comment je peux faire? Est-ce que je peux être épanouie dans ma relation de couple si on n'a pas les mêmes envies et en fait, en gros, jusqu'où on est d'accord d'aller entre guillemets, en se respectant, en acceptant, Vous voyez, en gros, jusqu'où on est capable d'aller pour faire plaisir à l'autre en oubliant ses propres envies et ses propres choix, en fait. C'est en gros jusqu'où on met notre barrière, vous voyez. Voilà, donc ça va être ce sujet-là qu'on va parler avec Emma la semaine prochaine. Voilà. Alors, la semaine dernière, je vous rappelle, il me reste encore quelques petites minutes au début. La semaine dernière, on avait donc le thème sur le harcèlement scolaire. On avait eu un numéro de téléphone qui avait été donné. Le numéro de téléphone qui avait été donné, qui était donc le 30 18.
si vous aviez besoin à n'importe quel moment de pouvoir dénoncer un harcèlement scolaire de vous ou des autres. On avait eu Coco qui nous avait présenté son jeu, que je vais aussi réussir sûrement à faire publier dans les choses que je vous ai racontées. On avait eu la petite dédicace de trio, on avait eu une principale de collège, une amie à moi aussi, qui avait témoigné. J'ai remis pas mal de vidéos sur TikTok, vous pouvez nous retrouver. La semaine d'avant, donc, on avait parlé ménopause avec Samy et Emma. Ensuite, la semaine d'avant, avec une andrologue, on a parlé de la vasectomie et les moyens de contraception masculins avec Armel. On a parlé du sport, du bien-être avec Virginie. On a parlé du poil et bien-être aussi avec Jennifer. Vous vous rappelez, là, elle est à Lani. Tout ce qui était transidentité avec Paul, mon ami psychiatre, il vous avait donné le numéro des urgences psychiatriques si à un moment ou un autre vous en avez besoin. C'était le 3114, d'accord? Vous n'oubliez pas, 3114. Et ensuite, on avait parlé sida avec Julie. Je vous redonne tous les thèmes, contraception et grossesse avant avec Yannick. Pourquoi? Pour que vous puissiez, si vous avez besoin, à un moment de revenir sur des thèmes, voir si vous avez besoin de certaines choses, c'est sur Spotify. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à retourner sur Spotify si vous avez besoin de poser des questions dans ces thématiques-là. Par exemple, j'ai des élèves, moi, je sais, qui m'ont dit qu'ils avaient utilisé certains liens Spotify pour faire des exposés à l'école, pour pouvoir en reparler. Donc, ça peut, en fait, vous servir en termes de support pour travailler. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va avoir Clarence qui va appeler dans quelques minutes. Clarence est avec moi à la fac. Donc, c'est une de mes collègues, on va dire, une de mes camarades de Clarence qui va appeler dans quelques minutes. Clarence est avec moi à la fac. Donc, c'est une de mes collègues, on va dire, une de mes camarades de... Elle est kiné, mais elle va vous en parler dans quelques secondes beaucoup mieux que moi de ce qu'elle fait. Je vous rappelle, numéro de téléphone pour les petits textos, surtout si vous avez des questions pour elle. Donc, voilà. Elle est au téléphone. Allô? Bonsoir. Coucou, comment tu vas? Eh ben, ça va, super. Je vantais tes mérites de délégué de classe. Bah quand même, tu vois, comme quoi tu t'étais portée volontaire pour nous représenter à la fac et tout ça. Donc voilà, ils n'ont pas la chance de voir comment tu es très jolie par-dessus le marché, mais moi je le sais. Donc voilà, je vantais tes mérites, tu vois, de super délégué de classe et voilà. Donc j'ai juste dit que tu étais kiné, c'est la seule chose que j'ai dit, tu vois, j'ai rien dit de plus. J'ai laissé le suspense aux gens. Donc voilà, je redisais juste aux gens le numéro de téléphone s'il y avait des questions à te poser, donc 07 80 96 39 12 en texto, sur le chat live ou sur TikTok si vous avez des questions à poser à Clarence. Voilà. Donc je te laisse te présenter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi d'abord? Alors oui, bien sûr, donc moi je m'appelle Clarence, je suis kiné dans le 14e arrondissement. Je me suis spécialisée en fait l'ancien terme c'est urogynécologie, mais aujourd'hui on parle plus de pelvipérinéologie, mais en fait ça désigne à peu près la même chose. Donc en gros je vais m'occuper de toute la sphère pelvienne chez les femmes et chez les hommes. Et je fais aussi un petit peu de cancérologie, de la scénologie en fait, cancer du sein, donc de la rééducation après cancer du sein, et puis j'ai aussi un petit peu de cancer du rectum, et de temps en temps des cancers des voies vaginales, mais c'est plus rare. Ok. Moi, ça m'impressionne tout le temps comment, en fait, en tant que kiné, tu peux ensuite, tu vois, après aider pour le post-cancer du sein. On va en reparler après, mais c'est vrai que c'est des choses, je me dis... En fait, on n'a pas d'impact réellement sur le cancer. Non, c'est après. Non, c'est après, c'est ça. Exactement. Ça va être après. En fait, il va y avoir une perte d'amplitude, des tissus très adhérents. Donc, sur tout ça, on peut travailler, en fait, améliorer la qualité de vie après des patientes après le cancer. Ouais, c'est impressionnant. Bon, on va rester d'abord... Attends, on va revenir après. En fait, ça m'intéresse, tu vois, par rapport... c'est tout ce qui va être décollement des cicatrices, c'est ça? Des choses un peu comme ça, en termes au toucher, non? Exactement. Ouais, c'est ça. Je suis pas... Ça va, je me dis, j'ai un petit peu de connaissances. Quelle est la différence entre une ostéo et une kiné?
Ouais, alors une kiné et une ostéo, en termes de pratique, parfois ça se ressemble, moins dans ma spécialité. Ouais, En fait, c'est pas du tout les mêmes études déjà. Alors, je sais que ça a pas mal évolué le parcours pour devenir kiné aujourd'hui. Moi, j'ai été diplômée il y a 2 ans. La plupart des gens ont passé par la première année de médecine. mhm, Et kiné, c'est une profession paramédicale. Donc, en fait, on peut travailler à l'hôpital. Quand on travaille, nos patients sont remboursés par la sécurité sociale après, un peu comme un médicament. d'accord. À l'inverse, ostéo, ça sera plus des professionnels du bien-être qui aujourd'hui s'élargissent un peu à une douleur, mais c'est souvent des écoles privées. Et surtout, il n'y a pas de numerus clausus en ostéo. Il n'y a pas chaque année un nombre d'ostéos précis. Alors que tout ce qui est médecin, sage-femme, kiné, dentaire, il va y avoir un nombre précis de diplômés par an en France. Mais ça va pas sauter là, les numéros spécifiques? C'est une question pour de vrai, hein, je sais pas. Il y avait pas une histoire Ouais, là, ça avait. alors, j'ai pas trop suivi, mais je crois que c'est plus camouflé que sauté. D'accord. Je crois qu'il y a quand même un nombre de diplômés par an, même, tu vois, que ce soit pour médecin. Moi, c'est cela que je visais, tu vois. Je me suis dit. Ouais. Non, après, je crois que si j'ai bien compris, en gros, s'ils réussissent pas, mais ça s'appelle plus la PACES, la première année de médecine, ils peuvent faire une licence de santé qui dure 3 ans, mais c'est pareil, le nombre d'étudiants qui rentreront en médecine est limité. Ouais, ils limitent pas le nombre qu'ils l'auront, ils limitent l'entrée, ok. Voilà, mais bon, après, l'entrée dans toutes ces professions, c'est toujours le plus dur. Après, une fois qu'on est dans l'école ou à la fac, ça va. Surtout la première année qui est compliquée. Bon, à part chez nous, mais bon, c'est l'inverse. Mais bon, je dis ça pour moi, tu sais très bien pourquoi, mais bon. C'est combien de temps pour être kiné? Il faut combien de temps d'études? Pour ceux qui, Alors, pour ceux qui aimeraient, tu vois, c'est quoi ton parcours scolaire, on va dire, pour ceux qui nous écoutent en tant qu'étudiants, élèves, tout ça? ouais, bien sûr. Alors, en fait, c'est 4 ans d'école et une année avant, enfin, à mon époque, c'était une année de médecine avant, mais ça peut être. Il y a aussi d'autres moyens d'y arriver. Il y a STAPS. Ouais. Je crois que ça a vraiment changé ces 2 Non, mais dernières toi, années. tu vois, On a on va dire STAPS. toi, ton parcours à toi, tu vois, c'est pas grave si c'est pas à jour. Ouais, alors moi j'ai fait une année de médecine, après j'ai fait une année de L1 biologie-chimie, mais je crois que le parcours que j'ai fait n'existe plus. Et après je suis arrivée en kiné en première année, et j'ai fait D'accord. les 4 ans. Ok. Et après, c'est une spécialisation que la quatrième année, c'est une spé que tu as fait urogynéco ou c'est un truc Non, que tu as fait encore en plus après? non, en fait on a un diplôme général à la fin de ces 5 ans, enfin à la fin du master, on a un diplôme général et à la suite de ça, donc normalement tous les kinés peuvent faire de l'urogynéco, sauf que dans les faits ça se passe pas comme ça. Personne ne fait des spécialités très précises comme la respi ou la neuro s'ils ne sont pas un peu formés avant ou s'ils n'ont pas fait des stages. Moi, j'ai fait énormément de formations complémentaires Ouais. et j'avais fait des stages en cabinet avant de vraiment commencer à exercer. D'accord. Après, moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça. J'avais pas envie de faire la kiné générale. Ouais, tu voulais déjà te spécialiser. Ouais. Et c'est Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui adorent faire des choses, par exemple la kiné du sport et tout, ça doit être intéressant. Mais moi, c'est vraiment, ça m'a jamais attiré. D'accord. Non, mais tu vois, après chacun ses domaines, tu vois. Oui, c'est ça. Tu vois, non, mais c'est pour savoir, tu vois, parce que là, maintenant que tu fais sexo avec cette année, tu comptes faire les 3 ans en sexo. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour après être au max, être au top dans tout le domaine. On est d'accord. C'est pour. Exactement. Ok, ouais, pour pouvoir être complémentaire. Mais tu comptes pas. Tu comptes arrêter kiné ou faire que sexo ou faire les deux, toi? Tu comptes faire quoi? Ah non, j'aimerais bien faire les deux. Dans l'idéal, diviser la semaine. Faire 3 jours Ouais. de kiné et puis 2 jours de sexo, par exemple, ça serait chouette. D'accord. Ok. Toujours dans ton cabinet à toi en plus. Ouais, on est plusieurs, on est en collaboration là. Mais d'ici là, j'aimerais bien faire mon cabinet à moi. Ouais, j'imagine. Ouais, bah ouais. Dans les projets. Ok. Et ça fait combien de temps maintenant que t'es kiné? Et là, ça fait pas si longtemps que ça. Là, c'est la 2e année où je pratique. D'accord. C'est déjà pas mal, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Bah ouais, franchement, t'as fait un parcours presque sans faute, non? Pour l'instant, ça va. Bah ouais, non, mais ça, c'est ce que je comptais là. Ça fait 5 ans, ça fait 6. Parce que moi, je sais ce quel âge tu as. Vu que tu le dis pas, je le dis pas. Mais toi, je comptais et tout, 5 ans d'études après le bac, 2 ans de taf. Bah, on est pas mal, non? Ouais, on est pas mal. Je On suis est. partie 1 an en Australie quand j'avais 22 ans aussi, donc j'ai fait une pause. Ah, c'est bien, c'est cool ça. En van et tout, Ouais. comme on voit dans les films.
Non, parce que j'ai pas le permis. Non, mais quelqu'un aurait pu conduire pour toi, tu vois. T'aurais pu trouver un chauffeur. Ouais. T'aurais pu trouver un chauffeur, tu vois. D'accord, ouais, c'est sympa. Non, c'est cool, ça. T'as pas eu peur de... Moi, j'aurais peur des Ouais, non, araignées c'est là-bas, je crois. génial. Franchement, c'est un beau métier, je conseille aux gens. Ouais. Ah bah, tu sais, c'est un truc que j'ai vu pas mal de fois sur TikTok. Les gens, ils te demandent à combien tu es en épanouissement personnel dans ton métier. De 1 à 10, t'es à combien? Ouais, moi je pense que je suis à 8 et quand j'aurai fait mon cadre et que je serai sexologue, je serai à 10 quoi. D'accord. Ah, c'est sympa. Non, c'est cool. Mais ça te fait quand même des grosses journées, je pense, non? En kiné, tu dois quand même vachement taffer, non? Bah, en fait, la kiné, c'est ça qui est bien. Moi, je suis en libéral, donc c'est assez libre. Ouais. Tu prends ou tu Moi, prends en pas les gens l'occurrence, selon ce que j'aimerais t'as bien à faire. avoir un petit peu de sous pour faire mon cabinet. Ouais. Donc, je m'impose des gros horaires, mais c'est pas du tout obligatoire. Il y a plein de manières d'exercer. Moi, je suis à une 50aine d'heures par semaine, mais c'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment un choix que je fais. Ouais, pour le moment, tu banques pour pouvoir après acheter des jolis canapés dans ton cabinet de sexo. Exactement. J'imagine bien. Ouais, non, mais c'est ça, je me suis demandé, tu vois, je me dis en termes de... Parce que tu vois, la dernière fois que j'ai vu des kinés, parce que j'avais des douleurs au dos, ils prenaient 4 patients en même temps. Oui, alors Tu pas vois. du tout. Ouais. Alors, moi, dans ma spécialité, déjà, je peux pas faire ça, parce Ouais. qu'on fait quand même pas mal d'internes. Ouais. Donc, les gens sont quand même très Nus. dévêtus, Oui, voire voire nus, nus. hein, Moi, dis, ça tu coûte cher. peux. Donc, c'est pas possible de faire ça, et puis c'est pas le style de kiné qui m'intéresse. À Paris, on a la chance de pouvoir faire du dépassement d'honoraires, donc les séances sont plus chères que le tarif sécu. Donc, Ouais, c'est quoi? Tiens, c'est quoi les ça a prix? des inconvénients, mais des avantages. C'est quoi un tarif, on va dire, tu dis un tarif sécu. C'est quoi un tarif sécu en Ouais. kiné? Le tarif sécu, c'est ce que la sécurité sociale va rembourser aux patients. D'accord, et c'est de combien? Donc, Tu sais? alors moi, pour mes séances pour tous les kinés, les séances de périnée, c'est 18,50. D'accord. Donc la sécu le patient n'aura pas 18,50 à payer pour chaque séance de kiné périnéale. Moi, je suis chère. Je suis à 34 € la séance. Ouais, mais sauf Donc, que sur Paris, 34 euros, ça va. sauf que sur 34 euros, t'as 22 euros qui part à l'État. T'as 22% qui part à l'État. En imposition. Alors non, en fait, le patient se fait rembourser, mais moi, je suis payée. Hein. L'État, il me paye moi. Oui, mais sauf que toi, t'es payé 30. Tu veux dire 30 plus les 18 ou 30 en tout? 36, je sais Non, 34 en tout. pas. Ouais, 34 en tout, sauf que sur 34 euros, tu dois redonner 22% en imposition. Alors, non, t'es à moi. En impôt, tu parles entre ce que je garde dans ma poche et ce que j'encaisse au patient, c'est ça? Non, je te parle de ce que tu dois payer à l'URSSAF. Ah oui, non, mais alors en fait, c'est même un peu plus parce qu'entre l'URSSAF, la caisse retraite obligatoire, en fait, il n'y a pas que l'URSSAF. Non, mais en fait, moi, je le dis ouvertement. Pourquoi? Parce que tu vois, je trouve que quand tu annonces, tu vois, une consulte en sexo à 50 ou 80 euros et que tu dis que sur 50 balles, on va dire, si on est sur 100 balles, il y a 22 euros pur qui part à l'État. Pur, voilà. Ouais. Et après, t'enlèves tous les frais que tu dois cotiser et tout. C'est juste pour un peu, un peu dire aux gens, un peu l'autre côté, tu vois. Parce qu'une consulte à 18... veulent un ordre de grandeur. Moi, entre ce que je tarife à mon patient et ce que j'ai à la fin pour me payer, j'ai 33,7%. Donc là, on est à beaucoup plus que 22% en fait, entre les locaux, la caisse retraite obligatoire. Donc il te reste 60% du prix. Toi, tu as 60% du voilà, prix. C'est ça. Ouais, bah non, mais... Tu vois, moi, j'en ai parlé avec mon gynéco sur une consultation à 75 balles. Il lui reste 11 euros quand il a tout payé. 11 euros en bénéf, il lui reste sur 75 euros. Moi, j'ai un petit peu plus quand même. Mais oui, ça m'étonne pas. Tu vois, moi, ça m'avait... Voilà. C'est juste pour que les gens ils connaissent un peu l'envers du décor. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, c'est trop cher, tu sais, les consultations psy à 50 euros et tout. Mais il faut savoir combien ce que derrière et tout, c'est hyper cher, en fait. Hein. Bien sûr. Non, mais c'est juste, tu vois, pour avoir une idée que les gens, il y a un peu plus l'envers du décor, tu vois. Donc voilà, tu nous as donné un peu les gens, ils viennent te consulter, donc principalement pour les raisons que tu as citées au départ ou... Ouais. Alors oui, moi c'est ce qui est assez bien, c'est que comme je suis ultra spécialisée, j'ai une population quand même assez diversifiée. Ouais. Donc je vais faire tout ce qui est post-partum, post-accouchement, donc les femmes qui viennent d'avoir un bébé. C'est assez chouette, c'est une kiné assez joyeuse parce qu'elles viennent avec leur bébé, elles sont pas, on peut pas vraiment dire que ce soit une pathologie, même si parfois il y a des souffrances, peut y avoir des déchirures, peut y avoir des traumatismes liés à cet accouchement.
c'est quand même assez joyeux comme kiné. Puis j'aime bien. Toi, c'est la rééducation du périnée que tu fais normal, c'est ça? Comme une sage-femme, Ouais, c'est ça. avec les petites Ça, sondes qu'on met dedans, c'est ça? avec quoi? La sonde, non? Ouais, alors moi je travaille en manuel et en sonde, Ouais. parce que j'ai été formée Et aux tu deux leur fais faire méthodes. quoi? La Et fleur en et fait, la fleur et le bec du perroquet? ouais, alors non, parce que moi j'ai pas, je vois de quelle technique tu parles. C'est une technique qui est plutôt de sage-femme, D'accord. qui est d'apposer des images sur le périnée. Oui. Moi j'ai une approche beaucoup plus fonctionnelle du périnée. Elle est différente, hein, elle est pas mieux, pas moins Oui, bien. j'en doute pas. Je vais essayer de mettre le plus vite possible ma patiente debout. En fait, parce que quand elle est debout, les organes subissent la gravité et c'est souvent là qu'il y a des fuites urinaires, par exemple, après les accouchements. Mhm. C'est rare qu'une femme, après un accouchement, elle ait des fuites urinaires quand elle est allongée, parce qu'en fait, il n'y a pas la gravité. Donc moi, je Attends, préfère... tu peux dire, Ouais. expliquer et donner une définition du périnée, s'il te plaît? Parce que je pense qu'il y en a plein qui sont Ouais, pas open, tu vois. pardon. Non, parce que, en fait, moi, j'y Alors, pense, parce que je sais que, d'origine, tu sais, j'ai mes élèves en face de moi et je vois dans leurs yeux qu'il y a des mots, tu sais que c'est pas acquis. Et là, j'imagine gentiment mes jolis petits loulous devant, là, et j'imagine le mot périnée, il y en a pour beaucoup, voilà. oui, bien sûr. Alors, le périnée, en fait, c'est un ensemble de muscles qui sont à l'intérieur du petit bassin, donc en gros qui vont du pubis jusqu'au coccyx, donc vraiment des parties de l'os qu'on sent en avant jusqu'à vraiment le bout de la colonne, hein, le coccyx. Et en fait, il fait tout le petit bassin, ce muscle, et il a un rôle dans la continence, dans les relations sexuelles et dans le soutien des organes aussi. Donc la vessie, le rectum. Et donc c'est un muscle qui est hyper important parce qu'il permet plein de choses. Et il y a quand même tout le poids du tronc qui repose sur lui. On n'y pense pas assez, mais du coup il a un vrai rôle assez important. Et il peut être la source de plein de problèmes. Et quand ça va bien, on ne sait pas qu'il existe. Et c'est quand ça va mal qu'on se rend compte qu'il est vraiment utile. Ah bah, non, mais... Moi, je dis à mes élèves, tu vas me dire si je me trompe ou tu vas affirmer ou infirmer ce que je dis. Pour les bâtés, les jeunes filles, elles connaissent pas encore bien leur périnée. Elles connaissent... En fait, tu apprends à le connaître quand tu commences à être enceinte, tu vois. Tu fais, ok. Oui, parce que beaucoup de personnes me disent. Bah, c'est ça, en étant moi-même, tu vois. Maman, c'est vrai que c'est quand on te parle de rééducation de périnée, tu fais, hein? Quoi? Ok, bon, bah, y aller, hein. Et c'est vrai que moi, je leur dis, bah, c'est quand vous faites pipi, il faut savoir s'arrêter. Et qu'elles arrivent à serrer, en fait, que en gros, je leur dis, allez, on va dire, je vais pas dire vulgairement, parce que le mot n'est pas vulgaire, mais on va dire familièrement, je leur dis, c'est le stop pipi. Ouais. Alors, alors sur le stop pipi, j'ai quand même un petit truc à dire. Vas-y. Alors, il n'y a pas de problème. Les filles, enfin les femmes, de manière générale, vous pouvez essayer de faire le stop pipi pour voir si votre périnée arrive à arrêter le jet urinaire. Mais il y a eu de grosses recommandations, notamment au niveau de la HAS et sur PubMed, des derniers articles qui sont sortis depuis les années 80, donc ça fait quand même un peu de temps. C'est pour ça que les gynécos le recommandent de moins en moins. Il ne faut plus le faire. D'accord. En tout cas, vous pouvez le faire pour essayer. Pour voir au moins où il est, ouais. Du périnée, ouais. Parce que, en fait, la miction, enfin, le fait de faire pipi, c'est quelque chose qu'on initie de manière volontaire. Et après, le jet, il est continu. Et le fait que ce jet soit continu, c'est involontaire. Donc, si vous le stoppez de manière volontaire, et ben, en fait, ça fout un peu le bazar dans tout ce schéma neuronal. Donc aujourd'hui, on ne le recommande plus. Mais c'est un bon moyen quand même de sentir son périnée, mais ce n'est pas un exercice. D'accord. Les exercices. En fait, j'avais une amie à moi qui est prof de sport et on avait parlé un peu de la rééducation du périnée, bon, homme-femme, on va en reparler, je pense, toi et moi, là. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au final, voilà, c'est pas pour les élèves. Hein. Je suis plus sûre, comme pour toi, hein, pour la rééducation du périnée. Après, tu sais, c'est les choses qu'ils font avec les téléphones, tu sais, les applications avec les sondes que tu te mets toi-même. Ouais. Ah bah, ouais, par exemple, les périfiques. Ouais, c'est ceux-là. Moi, c'est ceux-là que je pensais, tu vois, ces trucs-là. Oui, où tu les fais... plus connus. En ouais. fait, c'est un super outil de travail, les périfiques, notamment dans les zones de déserts médicaux. Je trouve ça vraiment génial. Parce que, déserts médicaux, donne la définition, s'il te plaît. Alors la définition exacte, je ne l'ai pas, mais en gros... Non, mais c'est une définition... Et donc, ouais. il y a moins de professionnels qui font des spécialités un peu plus rares. Et du coup, il y a moins de kinés ou de sages-femmes formées en rééducation périnéale. Et donc, ça peut être un super outil, mais avant d'utiliser cette sonde, il faut quand même avoir un bilan avec une sage-femme ou un kiné. C'est ce que j'allais te dire. Que la contraction, déjà, elle est présente et qu'elle est bien faite.
Mhm. parce qu'on a vite fait de soit pousser sur son périnée, donc d'amener le périnée vers le bas, vers le plancher pelvien, comme quand on fait caca, par exemple, Ouais. au lieu de contracter le périnée. Ça s'appelle une contraction inversée. Et ça, on retrouve souvent ça au bilan. Et ça, c'est délétère pour le périnée. Bah, Donc, vraiment faire un examen avant, quoi. Et après, pouvoir un peu le travailler de temps en temps avec... Voilà, et après, s'il n'y a pas de professionnel sous la main, bien sûr, dans ce cas-là, pourquoi pas. En vrai, c'est une belle contraction, c'est un bel outil, je trouve. Non, mais c'est ça, c'est ce que je pensais, là, tu vois, en parlant, quand tu m'en as parlé, je trouvais que ça permet de pouvoir un peu travailler les différentes zones. Et c'est vrai que voilà, tu fais voler ton papillon, tu fais fermer les montagnes. On est sur... Exactement. c'est assez rigolo. C'est assez rigolo, je trouve, et tout. Mais, Ouais, c'est assez ludique, en fait. bah, c'est ça, t'as l'impression... Ah, voilà, on va dire que ton vagin a la manette de jeu, donc c'est assez rigolo. Voilà, on va le dire, c'est assez rigolo. Après je t'entends pas mal dire... parce que tu vois, il y a le postpartum, mais moi j'ai aussi des patientes assez jeunes. J'ai pas du tout que des patientes qui ont accouché ou qui ont déjà eu des grossesses d'ailleurs. Ouais. J'ai aussi beaucoup de... Par exemple, j'ai aussi la jeune sportive, la nana qui a 19 ans, qui fait de la course à pied, marathon, et donc qui a des fuites urinaires parce qu'elle a des soucis de périnée. Pourquoi Donc, pourquoi elle a des soucis de périnée? Ouais. Ça va dépendre des cas. Ça peut être un périnée qui est trop tonique, donc pas assez élastique, et du coup, il absorbe pas assez bien les contraintes. D'accord. Donc, il sera trop musclé. Donc là, c'est l'inverse de renforcer le muscle. Il va falloir plutôt apprendre à le détendre. Ou alors, à l'inverse, ça peut être une nana qui, de base, a un périnée un peu faible, qui se met à la course à pied, ou à n'importe quel autre sport à impact, par exemple le crossfit qui est très à la mode en ce moment, le crossfit, et du coup, c'est des sports où il y a beaucoup d'impact, beaucoup de charge, et ton périnée n'arrive plus à fermer le méa urinaire, donc là où passe l'urine, parce qu'il y a un manque de force, et avec les impacts, tu vois, en ce moment, j'ai une patiente, par exemple, elle fait du trampoline à haut niveau, et elle est super jeune, elle a 18 ans. Ouais. Et ouais. Et donc, elle, du coup, elle a besoin de rééducation périnéale. Donc, faut vraiment pas limiter ça aux femmes Bah, qui tu ont vois, eu t'as des bien... enfants. Tu vois, ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Ouais. Non, alors, par contre, la grande différence, c'est que les sages-femmes vont plutôt s'occuper de la rééducation périnéale après postpartum, enfin après accouchement. Là où les kinés, nous, on fait les hommes, parce que ce ne sont pas les sages-femmes. On va faire aussi tout ce qui est justement la jeune sportive qui n'a jamais eu d'enfant. Et on fait aussi les dames plus âgées, ménopausées, où là il y a un relâchement des tissus, il y a une sarcopénie, donc une fonte musculaire, donc le périnée il est un peu moins tonique. Il peut y avoir aussi des descentes d'organes. Ah, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une descente? Je sais ce que c'est qu'une descente d'organes. Moi, j'en ai beaucoup des descentes d'organes. Alors c'est aussi appelé prolapsus, les deux termes sont bons. Et ça sort vraiment? Ça sort du vagin? Alors, il y a différents grades. Il y a du grade 1. Bon, déjà, il faut savoir qu'une femme sur deux va être confrontée à ça au cours de sa vie. Donc, peut-être à 80 ans. Mais... c'est énorme. Voilà. C'est énorme, ouais. Mais un tout petit stade ne sera peut-être jamais décelé, en fait. Donc, juste un petit tassement du vagin, tu vois, c'est ça, tu veux dire? Pardon? Un petit tassement du vagin, tu veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, une descente d'organes, c'est quoi? Il y a différentes descentes d'organes, ça peut être la vessie, rectum, utérus. En fait, c'est l'organe, son tissu de soutien est moins fort et du coup, l'organe a tendance à descendre. Les stades très très élevés, grade 4, parce que c'est coté de 1 à 4, de 1 à 5, pardon. Les stades très élevés, en effet, ça s'extériorise. On voit en fait la paroi vaginale qui est vraiment poussée en dehors, par exemple par la vessie. Donc là, généralement, on va soit faire une pose de Tesser, c'est un anneau qu'on met au fond du vagin pour maintenir l'organe, ou alors on peut faire un anneau avec une opération chirurgicale quand c'est possible. Et après, il y a des stades plus légers, qui peuvent être dus à l'accouchement ou juste à la ménopause, ou à la prise de poids soudaine, où là, par contre, ça ne s'extériorise pas au niveau du vagin, mais quand avec le spéculum, on va observer, le demi-spéculum, on voit bien qu'il y a une boule qui est formée à l'intérieur du vagin qui correspond à cette petite descente, quoi. D'accord.
En fait, je trouve que le mot est hyper impressionnant. Ouais, je trouve alors aussi. qu'en fait, parce que descente d'organes, on a vraiment l'impression qu'on a la vessie au milieu des genoux, quoi. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu ce mot, je vais pas te mentir, j'ai cru que, tu vois, que le vagin, il était totalement sorti et qu'il allait vraiment, tu vois, faire, ah ouais, le truc... Tu sais qu'en gros, les lèvres internes, elles allaient devenir, en fait, d'autres lèvres, tu vois, d'autres trucs encore, tu vois. Je vais faire, oh. Après, je fais, Alors oh. non, non, et après, pour avoir vu certaines descentes d'organes à des stades extrêmement élevés, même certains où j'ai redirigé vers des chirurgiens, tu vois, des stades 4, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on a vraiment une boule qui sort du vagin. Alors on est d'accord que ce qu'on voit, c'est pas la vessie, hein, c'est la paroi vaginale qui est poussée par la vessie. Ouais. Et donc, Mais là, c'est les personnes qui peuvent plus avoir de rapport sexuel. Eh ben, c'est une question qui revient beaucoup de la part de mes patientes et le prolapsus ne gêne en rien le rapport sexuel parce qu'à partir du moment où il y a le pénis qui va rentrer à l'intérieur, en fait, il va refouler l'organe à sa ça place. remonte tout. Ah ouais. Pardon ? En fait, ça va tout remonter. Le pénis, quand il est en pénétration... Exactement, c'est ça. En fait, ça peut être bizarre si on voit au début l'organe, mais en fait, ça n'empêche rien parce que si l'organe il est descendu, il peut remonter, quoi. La voie, elle existe, le chemin. C'est pas sens unique. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, non, parce que c'est vrai que ça peut aller, tu vois, quand tu parlais de... En fait, à la fac, c'était la première, moi, qui a vraiment employé ce mot rapidement, que tu parlais beaucoup du vaginisme, hein, tu vois. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu parler. Je vais pas te mentir, c'était la première personne, moi, qui en parlait. Donc, le premier jour de la fac, quand on a parlé, évidemment, j'ai cherché, tu te doutes bien. Mais c'est vrai que c'est pas des choses, tu vois, qu'on connaît. C'est pas des termes qui sont connus. Et je trouve qu'au contraire, depuis que je me suis renseignée, je me suis rendu compte que c'est quand même quelque chose qui était fréquent. Et qu'il y en avait plus en plus. Et là, quand tu parles, tu vois, des descentes d'organes, je me suis dit, est-ce que au départ, on peut pas penser que c'est un vaginisme, tu vois, quand tu vois le... Tu vois. Alors, non, parce que c'est marrant, je m'étais jamais posé la question, mais non, parce que une descente d'organes, c'est très mou, en fait. Tu vois, quand les patientes, au début, parce que les patientes, elles arrivent, la descente d'organes, quand les patientes la découvrent à un stade très élevé, parce que par exemple, elles n'ont plus de relations sexuelles, elles sont toutes en panique, elles se disent, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pas une tumeur ? Enfin, il y a tout un truc. Et c'est quel âge ça ? C'est parce que c'est sans rapport... Ça vient du fait qu'il n'y ait plus de rapport sexuel en vieillissant. Ah non, pas du tout. Okay. C'est juste qu'une femme qui s'explore un peu plus, elle peut sentir, tu vois, que l'organe, qu'il y a quelque chose qui a changé. D'accord. Certaines personnes qui vont moins s'explorer, moins se regarder, elles vont pas la voir, la descente d'organes, et elles vont s'en rendre compte le jour où elles s'extériorisent. Alors ça fera très longtemps, en fait, que la descente d'organes est installée. Ok. Et est-ce que les causes de descente d'organes, ça va avec l'âge ? Ouais. C'est ça ? Les descentes, pardon ? Tu dis que les descentes d'organes, ça vient aussi avec l'âge, à cause... Les raisons de descente d'organes. Ouais. Alors, en fait, il y a différents facteurs qui accentuent les descentes d'organes. Ils sont assez connus, hein. Alors, il y a le fait d'avoir eu des grossesses, forcément, parce que ça a abîmé le périnée. Le plancher pelvien est poussé au moment où la tête du bébé passe par le vagin. Donc, il y a les grossesses, il y a la prise de poids soudaine, en fait, parce que ça rajoute du poids sur les organes. Et donc, forcément, il y a plus de choses que celui-ci descende. Après, il y a l'âge, parce qu'en fait, avec la ménopause, les femmes, en fait, il y a les tissus qui se relâchent. Hein, tu vois, il y a la peau du cou, la peau des bras qui tombe. Bon, les ligaments en interne, c'est exactement pareil. Et du coup, l'organe aura plus de chances, quand tous les tissus conjonctifs se ramollissent, de descendre. Alors que quand on est jeune et que tous nos tissus sont bien puissants, il y a moins de chances. Et puis après, il y a un facteur génétique. Tu vois, de la même manière qu'il y a des femmes qui vont faire des vergetures et d'autres jamais. Ouais. Et les descentes d'organes, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui auront des organes qui, au bout d'un moment, vont descendre, alors que d'autres n'auront jamais ça. Ok. En fait, tu viens de dire quand elle a par manque de rapport sexuel. Donc, est-ce que le fait d'avoir... Ok. Non, vraiment, sur ça, je reviens. C'est pas le manque de rapport sexuel. Ok, c'est ça ma question. Parce qu'en gros, parce que s'il faut avoir un rapport sexuel... Vraiment, si la patiente, elle n'a pas de rapport sexuel et elle s'explore pas, elle se masturbe pas, elle aura moins de chances de trouver, si elle va pas en interne, en fait, tout simplement. D'accord, ok. Elle aura moins de chances de sentir la descente d'organes qui est déjà arrivée précoce. Ok, je te suis. Ça y est, j'ai compris. Vraiment dans ce sens-là. Non, non, je vais exprès. Le rapport, n'a aucun impact. Je vais exprès dans les questions, tu sais, parce que en fait,
je sais, je sais très bien ce qu'il y en a qui entendent et ce qu'ils entendent derrière, tu vois. Et donc, je vais au bout de truc. On n'a pas défini le vaginisme, parce que là, je viens de dire comme si c'était quelque chose que maintenant je gère. Alors, je gère pas du tout, je connais que depuis octobre, donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce mot, de ce terme, nous le définir et tout Vas-y, dis-moi. Alors, en fait, au cabinet, je m'occupe beaucoup des dyspareunies. Les dyspareunies, c'est des douleurs au rapport. Et donc c'est le fait d'avoir mal quand on fait l'amour, sous toutes ses formes. Ça peut être avoir mal quand il y a des préliminaires avec un doigt, 2 doigts, 3 doigts, ou alors avec le pénis du partenaire ou avec un objet, on fiche un peu de ça. Mais les dyspareunies, c'est le fait d'avoir mal au rapport. Et le vaginisme, c'est une sous-catégorie, si tu veux, où l'intromission, le fait de faire rentrer quelque chose à l'intérieur du vagin, est impossible. Moi, j'ai fait mon mémoire là-dessus, donc c'est vrai que j'ai pas mal de patientes, mon mémoire de kiné, j'ai fait là-dessus. Du coup, c'est vrai que j'ai pas mal de patientes qui viennent me voir pour ça. En fait, c'est le fait que rien ne peut rentrer. Il peut être circonstanciel, ce vaginisme. Par exemple, j'ai des patientes qui me disent qu'il a lieu qu'avec certains partenaires et pas avec d'autres. J'en ai d'autres qui me disent, bah voilà, moi toute seule, j'arrive à mettre 3 doigts, mais dès que mon partenaire met un doigt, c'est pas possible. Il peut être donc lié aux circonstances et surtout, il n'est pas permanent, on peut travailler dessus. En fait, c'est quand les muscles du périnée font des spasmes, donc vraiment comme des contractions très fortes, ce qui rend l'intromission d'un corps. Et quand le vaginisme est total, c'est des patientes qui peuvent même pas elles-mêmes mettre leur propre doigt. À l'examen clinique, c'est assez flagrant, les patientes qui ont un vaginisme. Et elles peuvent pas mettre de tampon alors? Et bien exactement, ouais. C'est une des questions que je pose moi pendant le bilan. Mais encore une fois, ça dépend de chaque patiente. Parfois, j'en ai qui me disent, vous allez voir, pendant les examens cliniques, quand moi je suis toute seule, quand je me mets un tampon, tout va bien. Mais dès que je suis avec un partenaire, ça va pas. Et il y en a d'autres où ça va être à partir d'une certaine circonférence. Ouais, ce que ça va être de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est ce que j'allais te demander. Là, tu dis comme quoi il y a certains partenaires, ça passe, d'autres ça passe pas. Est-ce que ça correspond à une longueur ou une diamètre de pénis où elles vont un peu avoir tu vois, le ouais. Et ça se bloque. Parce que là, tu viens de dire que c'était le périnée qui se bloquait. Exactement, ouais. C'est les muscles du périnée qui se contractent de manière involontaire. La patiente, elle n'est pas capable de les relâcher. Vu que c'est pas mon domaine à moi, c'est moyen de contraception, chacun le sien. On est d'accord que tu as dit qu'il y avait 2 périnées, il y en avait 2, c'est ça, hein, le petit bassin et le grand bassin. Et donc là, c'est lequel? Non, le périnée, il est dans le petit bassin. Ouais. Et on a 2 façons de le catégoriser. Il y a le périnée avant, avec vraiment la vulve, le vagin, le clitoris, l'urètre. Ouais. Il y a le périnée arrière, avec l'anus. Et après, tu as une autre façon de le regarder, le périnée. Tu as le périnée superficiel et le périnée profond. C'est ça, c'est cela que je te parle, moi. C'est cela qu'on a vu en quand elle a expliqué en cours, la nana. Ouais, mais c'est dans le petit bassin. D'accord, tout est dans le petit, se retrouve dans le petit bassin. Ouais. Et donc là, et si on regarde donc avec cette vue superficielle et, redis-moi le mot. Et profond. Et profond. Là, le vaginisme, il est dû au profond ou au superficiel? Alors, ça dépend. D'accord. Parce que la définition, c'est les muscles du périnée. Ok. Généralement, moi, ce que j'observe le plus, c'est superficiel. D'accord. En fait, généralement, c'est vraiment quand on passe l'entrée du vagin, c'est ce que j'allais dire. On sent que c'est rude. Tu vois, on sent que le muscle, vraiment, il ne peut pas s'ouvrir, il ne peut pas se détendre. Et ça n'a rien à voir avec le clitoris? Vu qu'à l'entrée, il y a le clitoris, tu sais, je me suis posé la question, parce que si c'est vraiment à l'entrée, je me suis dit, est-ce que ça peut pas être les bulbes, tu sais, les grosses parties, les bulbes là, du clitoris, qui peuvent, c'est un peu... En général, en fait, ce que moi je retrouve le plus, c'est vraiment les muscles transverses superficiels, donc ceux qui sont sur les côtés au niveau de la fourchette vulvaire, et on les sent vraiment, ils roulent sous le doigt. Ok, tu les sens... D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais une des grosses différence entre ostéo et kiné, c'est que les ostéos n'ont pas le droit de faire d'interne. Ah oui. Voilà. Okay. Sauf s'ils sont médecins, kinés, sages-femmes, bien sûr. Ouais. Interne, c'est-à-dire qu'elle met les doigts dans le vagin. Parce que Exactement. Non, mais, ou dans le rectum. J'ai dit ou dans le rectum. je vois déjà, tu sais, les petites questions qui pourraient arriver gentiment. Ouais, c'est ça. Toi, ils touchent pas dedans. Ok. Mais, et donc, le vaginisme, donc, il y a cette partie qui va se contracter. Et alors, les grandes questions. Comment, en gros,
t'arrives à faire rentrer un doigt ou deux à ceux qui n'y arrivent pas, tu vois. Et la grande question que moi je me suis posée, en fait j'ai cherché, tu sais, je me suis documentée quand même, pour pas non plus paraître pour une novice face à toi. Moi j'ai lu, tu vas me dire si j'ai faux, si c'est bon ou pas. Euh, j'ai lu que c'était principalement dû à des traumas. Mhm. On m'a dit en Alors, gros, il y a eu de l'inceste, du viol, il y a eu des pénétrations très douloureuses mhm. forcées, ou des partenaires qui avaient des choses un peu trop grosses et depuis, bah, ils veulent plus rien, tu vois, donc... Ouais. Alors, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi les patientes... alors, le vaginisme, c'est le trouble sexuel le plus retrouvé D'accord, chez la femme, selon plein d'études récentes. Après, c'est hyper dur de le diagnostiquer, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est normal aussi. d'avoir mal, Ouais, d'avoir mal. d'accord, Aujourd'hui, on en parle quand même de plus en plus sur les réseaux, donc ça se démocratise. Donc moi, je vois arriver toute une vague de nouvelles patientes extrêmement jeunes, même si parfois j'ai des patientes qui me disent que c'est leur petite fille qui leur en a parlé, elles ont 50 ans et elles pensent qu'elles ont ça. Donc ça, c'est assez génial. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on a des vaginismes. En fait, le vaginisme, il est dans deux catégories, le primaire et le secondaire. Le primaire, il est présent dès le début de la vie sexuelle de la femme. Donc il a lieu depuis toujours, depuis aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours eu ça. Il est morphologique, du coup. d'accord. Et le vaginisme secondaire, il est lié à un trauma. Après, le traumatisme, en fait, c'est hyper vague. Ça peut aller, tu vois, du viol. Moi, j'ai eu ça en consultation, du viol, du vrai viol. Enfin, du vrai, c'est toujours vrai, mais tu vois, d'un viol... Violent, subi, violent, répété, violent, on va dire violent, violent, ouais. voilà. Et aussi, par exemple, ça peut être une gamine qui a 7 ans, elle était dans le métro avec sa mère et il y a un mec qui a montré son pénis et elle a fait un blocage dessus. C'est pas Ouais. forcément le traumatisme comme on l'entend. Non, mais un trauma, ouais, non, mais un sûr, trauma qui est en mais un rapport trauma. à la Ouais. sexualité, quelle qu'elle Après, soit. sur ça, Est-ce que tu ça peut vois, être moi, des gens, est-ce que ça peut être une jeune fille qui voit par exemple ses grands-parents avoir un rapport? bah, je suppose que n'importe tout ce qui est vécu comme un Ouais, trauma non peut mais déclencher sur le corps un trauma. Après, chacun a son degré, tu bien vois. sûr, bien sûr. Non mais tu vois, je me pose là, parce que tu me parles de ça, je me dis, tu vois, à quel moment, jusqu'où en fait on peut essayer de chercher, on va dire, Ouais. là dans Et l'objectif, ben, tu vois, sexo ouais. plus tard, toi Et comme ben, moi, tu vois. justement, tu vois, moi sur ça, je suis un peu mitigée. Ouais, Ça, c'est avec ma petite expérience que je me suis dit ça. En fait, mes patientes, au premier rendez-vous, donc on fait un bilan très complet où on ne va pas faire d'examen clinique, je le ferai au deuxième rendez-vous, parce que je veux qu'elles reviennent enfin voilà, on fait que la partie anamnèse, donc questionnaire, je leur pose énormément de questions sur elles, sur leur vie, leur sexualité, parce que vaginisme ne veut pas dire pas de sexualité, hein, ça c'est un mythe. bah il y a tout le sexe oral de toute Et façon. Donc, oui, et le sexe non parce qu'en fait, pénétrant, il est quand même maintenant de plus en plus connu. exactement, il y a la masturbation externe, il y a qu'est-ce qu'on met dans la sexualité. Moi, j'ai vu des personnes très pieuses me dire que rien que des caresses, ça peut être une forme de sexualité. Enfin, tu vois, c'est hyper Bien sûr, vague. bien sûr. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je leur dis toujours, c'est que je leur dis, dans un grand nombre de cas, le vaginisme est provoqué par un traumatisme. Donc, je leur demande. Il y en a qui me disent oui tout de suite, qui sont hyper avides d'en parler. Il y en a d'autres Qui arrive à qui me disent identifier. non. Ouais, qui me disent non et qui, au final, au bout de plusieurs séances, vont me l'avouer. Et il y en a d'autres qui me disent mais non, pourtant j'ai cherché, il y a mon gynéco, il m'a dit pareil. Et je leur dis, attendez, ça peut aussi être morphologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus créer un traumatisme à obliger la personne à chercher quelque chose qui peut-être n'existe pas. D'accord. Tu vois, je trouve, en tout cas, moi, c'est mon approche, il faut aussi laisser le cheminement à la personne. Elle le sait, que ça peut être lié à ça. Elle fera elle-même le chemin. Après, si elle me dit, par exemple, bah oui, moi, mon petit frère, il m'a attouché pendant 10 ans. Ma question d'après, ça va être, est-ce que vous avez un suivi psychologique? Ouais, bah, tu vois, c'est ce que j'allais te demander pur. Est-ce que tu travailles avec des psys? Est-ce que tu travailles avec après ou pas? Ouais, des psys, des psychiatres. En tout cas, si ce n'est travailler avec eux, je m'assure que les patientes où je pense qu'il y en a besoin, elles ont un suivi. Moi, ça m'est déjà arrivé de refouler une patiente qui me dit non, mais là, avec mon copain, il a vraiment envie qu'on fasse il a vraiment envie qu'on ait une relation sexuelle. Moi aussi, j'en ai envie.
c'est juste que par rapport à ce viol que j'ai subi, c'est vrai que ça me bloque, mais nous, ensemble, on va débloquer la situation. Et je dis, moi, mon métier, c'est de vous apprendre à détendre ce muscle, à relâcher cette zone. Donc, on va faire... Mais je dis, si la source qui fait que ce muscle se bloque n'est pas guérie, ça va revenir. Et donc, ça m'est déjà arrivé de dire à une patiente, vous commencez une psychothérapie. Psychologique, et après, on en reparle. En tout cas, il faut que ce soit fait de pair. Ouais, c'est ça. La clé, c'est la pluridisciplinarité, et j'en suis vraiment persuadée. Ouais, moi, je suis d'accord, je te rejoins. De toute façon, si tu règles pas le trauma, comment tu veux avancer? Exactement. Et après, j'ai aussi des patientes qui, justement, ont fait tout ce côté... ont vu des psys, et en fait, ça n'a rien changé. Et donc, elles ont fait tout ce chemin intellectuel pour combattre leur traumatisme. Et maintenant, elles voient que ça n'a pas marché, parce que parfois, ça peut se résoudre que par un psy ou que par un kiné, tu vois, c'est pas forcément... Et en fait, elles se disent, maintenant, il faut que j'attaque dans le dur, il faut vraiment que j'apprenne à relâcher ce muscle, vraiment physiquement. Ouais. Et donc là, dans ce cas-là, elles ont déjà eu leur suivi psychologique, je les embête pas trop avec ça, quoi. Ouais. Et après, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu peux déceler des gens qui donc ont de l'endométriose, par exemple, non? Ouais. Parce que là, quand tu parles du problème physiologique, donc non traumatique, c'est-à-dire c'est des gens qui ont une rétroversion du vagin, c'est des gens qui ont des problèmes biologiques, il y a eu des problèmes physiologiques. Tu parles de... Tu dis qu'il y a deux types de... Tu me dis qu'il y a deux types de vaginisme. Le vaginisme suite à un trauma et un vaginisme... t'as dit quoi comme mot? Je sais pas. Physique. Ouais, tu m'as dit qu'il était en gros... Ouais, il n'y a pas de trauma. Voilà, primaire. Donc ça veut dire que biologiquement, ça rentre pas. Ouais, alors je dirais pas... Ouais, c'est ça. Biologiquement, ça rentre pas. Mais en fait, ça peut être des patients, par exemple, qui sont très nerveuses. Et du coup, le stress, tu vois, chez certaines personnes, ça peut faire des douleurs de dos. Parce qu'il y a des muscles qui sont trop contractés. Elle, on ne sait pas pourquoi, c'est le périnée qui se contracte. C'est le soma. La soma. Ouais. La soma. Tu vois, et dans ce cas-là, ça va être leur corps qui l'exprime comme ça. Mais ça ne vient pas forcément d'un traumatisme sexuel. Ouais, c'est une somatisation, les zones de tension, elles s'accumulent là. Ouais, je comprends. Mais est-ce que en fait, ces gens-là, quand ils viennent te voir, souvent c'est le dernier recours, non? En gros, par rapport à des douleurs, non? Parce que je me demande celle qui a une rétroversion, tu vois, du vagin, ou la personne qui a une... non, oui, t'as raison, excuse-moi, je réfléchis en même temps. Qui va provoquer donc un vagin qui va être un peu dans l'autre sens et ainsi de suite. Ou des gens qui ont des malformations, ils ont dû voir des gynécos, ils ont dû voir qu'il y avait un... Ouais, mais les gynécos, en fait, si tu veux, les gynécos, c'est eux qui vont... Alors, heureusement, les vieux gynécos, en plus, ils sont pas très très bons à ça, mais les vieux, d'ailleurs, non, je dis ça, mais en fait, ça peut être des vieux ou des jeunes. La nouvelle génération de gynéco est hyper, je trouve, formée aux douleurs, à l'écoute des patientes. En fait, si tu veux, ils vont diagnostiquer un problème. Par exemple, ils vont dire à cette patiente, elle va leur dire, j'ai mal, ils vont regarder, voir que les muscles sont un peu contractés. Et elle va avoir des dyspareunies, du coup des douleurs au rapport. Et ils peuvent lui proposer par exemple des antidépresseurs, pas pour la dépression, mais parce que les antidépresseurs ont un rôle en fait d'inhibition au niveau de la douleur. Enfin bref, ils vont lui proposer un traitement médicamenteux, et le traitement musculaire, ça va être d'aller voir un kiné. Enfin, faut que tu imagines comme un médicament, tu vois, comme un des traitements possibles. Mais le gynéco, lui, c'est pas... Enfin, tu vois, le gynéco, il prescrit le traitement. D'ailleurs, la kiné, c'est sous prescription médicale. Je voulais t'en parler tout à l'heure. Je voulais dans les questions que je voulais te poser après, tu vois, sur les prescriptions. Mais voilà, en fait, j'essaie vraiment, tu vois, de comprendre le vaginisme, tu vois, comment... en gros, comment ils en arrivent à toi, tu vois, comment ils arrivent dans ton cabinet. Alors, vu que la kiné, c'est sous prescription médicale, en fait. Donc, moi, tous mes patients, ils sont envoyés soit par des gynécos, soit par des urologues, soit par des proctologues, donc spécialistes de l'anus, soit par des médecins généralistes. Et j'ai le droit de te consulter sans? Alors, si tu me consultes sans, on ne pourra jamais faire de pratique. En fait, chacun est libre d'aller voir un kiné, mais en France, on n'est pas de première intention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous voir sans ordonnance pour faire des manœuvres internes.
Donc, déjà, Si je veux prendre 1 heure avec un kiné pour me faire masser, j'ai le droit? Masser le dos? Ouais. Ouais. Masser le vagin, non. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux avec un petit jouet, ça. C'était pour rigoler. Si tu veux prendre... Mais masser le dos, t'as le droit. Mais dans ce cas-là, ce ne sera pas un soin de sécu. Ça sera un soin hors nomenclature. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un soin qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Par exemple, si moi, je donne des cours de pilates et que je fais payer mes patients, c'est un soin qui est hors tarif sécu. Ouais, ok. Mais je suis kiné et ils viennent me voir, tu vois, il n'y a pas de problème. Je me posais la question, tu vois, si on a le droit de te voir sans. En gros, juste, on se fait pas rembourser par la sécu, notre séance, et ça reste externe. Voilà. Ah oui. Non, mais même pas un kiné, il n'a pas le droit de vous déshabiller si vous n'êtes pas... en fait, on est sous prescription médicale. Donc ça, c'est un champ qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale et c'est autre chose. C'est pas de la kiné, mais pour la kiné, c'est sous prescription médicale. Ok, donc en gros, par les massages, c'est tout. Il n'y a que les massages. Ouais, il y a les massages, il y a pas mal de cours collectifs quand même. Il y a pas mal de plus en plus de kinés font des cours. Il peut y avoir des ateliers thérapeutiques aussi. Moi, j'en propose pas encore, mais... tu pourras faire avec ta sexo, non? Exactement. C'est le but aussi, ouais. Bah ouais, c'est ça. Mais ouais, moi aussi, j'essaye de voir loin dans ton champ des possibles, tu vois. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, tu vois, de voir en fait à quel moment, tu vois, on te consulte. Tu sais, je trouve le cheminement du parcours de soins, du parcours de la personne, parce que là, tu vois, j'ai annoncé un peu le vaginisme sur mes réseaux pour te présenter. Et chaque fois, on m'a dit, ouais, c'est quoi le vaginisme? J'ai plein de gamines qui m'ont dit, c'est quoi le vaginisme, en fait? Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui est pas... je trouve quand même qu'avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, on en parle de plus en plus. Il y a quand même de plus en plus de femmes qui te disent, ah, normal, c'est pas normal. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment une démocratisation de la parole. Après, c'est vrai que parfois, j'ai des patientes qui ne savaient pas qu'elles souffraient de vaginisme. C'est leur gynéco qui leur dit et elles se retrouvent dans mon cabinet en ayant une méconnaissance totale de leur corps. Puisque, en fait, on ne sait pas vraiment quelle femme va développer un vaginisme et pourquoi. Parce que tu vois, il y a des femmes qui subissent des violences qui ne développent jamais. D'autres, à contrario, qui vont en faire alors qu'il n'y a pas de violence dans le passé. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais par contre, on a des clés. On a des clés de ce qui peut entraîner un vaginisme. Donc, tu l'as dit, il y a les traumatismes, mais il y a aussi une méconnaissance du corps, ou alors, tu vois, des jeunes filles ou des filles même, en fait, qui ont été élevées avec des dictats moraux ou religieux, par exemple, de la sexualité. Il ne faut pas, par exemple... Impur, sale. C'est ce que j'allais dire là, je pensais à la masturbation féminine, que pour beaucoup, c'est mal vu, et réussir à se détendre en prenant toute seule un orgasme est plus compliqué. Donc ça peut... Tu vois, moi je pensais, tu vois, j'ai en tête une jeune fille qui a 27 ans, qui est donc vierge, qui aimerait bien ne plus l'être. Ça fait 7 mois qu'elle est avec son copain et ils n'y arrivent pas du tout. Mais ils n'y arrivent pas du tout. Dès qu'il commence à toucher, tu vois, même sa poitrine. Il y a un petit vaginisme en vrai. Quand j'en ai parlé avec, j'ai dit, je suis pas experte, mais je présume que... Mais tu vois, rien quand il commence même à lui toucher la poitrine, elle le rejette. Tu vois, elle est vraiment... elle bloque direct. Et voilà, 27 ans, ça fait 7 mois qu'ils sont ensemble, ils ont essayé plein de fois, et c'est pas du tout possible, même un seul doigt. Donc... Tu vois moi j'en ai des nanas comme ça qui viennent au cabinet, qui sont vierges. Alors là, il y a toujours une question qui se pose. Est-ce que vous voulez faire de l'interne? Non. Déjà, on regarde quand même si l'hymen est en place ou pas, parce que il y a des femmes qui naissent sans hymen, d'autres avec. L'hymen n'est pas du tout un signe de virginité. Tu vois, tu peux ne plus avoir d'hymen. Tu sais, ça a été une grande question que je pose dans beaucoup de mes ateliers quand j'en fais en éducation à la sexualité dans les classes. Qu'est-ce que être vierge? Comment vous définirez? Est-ce que c'est vierge parce que vous avez un hymen? Est-ce que c'est vierge parce que vous avez jamais vu, touché, regardé? Est-ce que vous avez jamais eu de pénétration? Mais en gros, est-ce qu'une jeune fille qui fait une fellation, elle est encore vierge? Est-ce que quelqu'un qui met la main dans le pantalon, elle est encore vierge? Tu vois, on est sur celle qui pratique l'anal, est-ce qu'elle est encore vierge? Et j'aime bien faire un peu réfléchir le public. Parce que... Ouais, non, bien sûr. C'est pour ça, là, tu dis, il y en a qui n'ont pas d'hymen, il y en a qui en ont
Et des plus épais, des moins épais, des déchirés, des machins, forcément, ça... Ouais, exactement. Et puis d'ailleurs, les hymens très très épais, tu vois, où les premières fois ont été très très douloureuses. Après, ça Là, moi, peut... j'en ai encore une la semaine dernière que je viens de rediriger vers un gynéco qui est top. Parce qu'en fait, à l'examen clinique, je vois qu'il y a encore des bouts d'hymen accrochés en fait à l'intérieur. Ah ouais. Et donc, il y a de grandes chances que cette douleur, au début, elle a été suivie par une sage-femme et un autre kiné. Donc, moi, je suis le 3e thérapeute qu'elle voit. Et en fait, je me demande si ça vient pas, tu vois, de juste ce petit bout d'hymen qui est encore un peu accroché et qui, du coup, lui fait très mal. Et ça peut nécroser après, ça peut s'infecter? Non, c'est assez bizarre. En fait, son hymen semble encore pas mal irrigué, tu vois, comme si il s'était cassé, mais qu'il faisait encore partie, tu vois, ça fait super longtemps en plus qu'elle a eu cette relation pénétrative. Enfin, c'est une patiente qui a des dyspareunies, donc elle, c'est pas un vaginisme. Elle a des douleurs au rapport, mais elle a eu plein de partenaires. Mais ça lui fait mal. Ça va être l'heure de la pause. Tu restes en ligne le temps, les 5 minutes de la petite chanson. Comme ça te permet d'aller aux toilettes et de boire un petit verre d'eau. Tu restes en ligne parce qu'en fait, on a encore plein de trucs à parler. Donc franchement, je te remercie beaucoup. J'adore notre échange, en tout cas. Mais non, mais en plus, c'est bien. C'est bien même pour moi, pour la fac, ça me fait apprendre des... Oh là là, je te fais des bisous. Je te dis à tout de suite après la pause. Bisous.